Dans la Sicile d'après-guerre, certains noms dépassent le crime pour entrer dans la légende. Don Calo en fait partie. Son père, Baiamino Vizzini, est un simple paysan, mais il parvient à épouser une femme issue d'une famille légèrement plus aisée, propriétaire de quelques terres. Du côté maternel, un certain Giuseppe Scarlatta est élevé à de hautes fonctions au sein de l'Église catholique. Deux des frères de Calogero, Giovanni et Giuseppe, à ne pas confondre avec l'évêque de Noto portant le même nom, deviendront d'ailleurs prêtres à Villalba. Calogero, lui, suit un tout autre chemin. Peu instruit, à peine alphabétisé, il ne termine même pas l'école primaire. La mafia de Villalba est alors d'apparition relativement récente. Elle ne remonte pas aux années 1860, période généralement considérée comme la naissance de la mafia autour de Palerme. À l'origine, elle se présente comme une forme de protection privée, sans lien direct avec les grands domaines agricoles. Contrairement à d'autres régions rurales de Sicile, les mafiosi de Villalba ne sont pas issus du système des gabelotti, ces intendants ou fermiers exploitant les terres de propriétaires absents. Dans les années 1890, face à l'insécurité chronique qui règne dans les campagnes, certains habitants décident de prendre les choses en main. Parmi eux se trouve le jeune Calogero Vizzini. À cette époque, la police d'État est perçue comme presque aussi dangereuse que les brigands qu'elle est censée combattre. C'est dans ce vide laissé par l'autorité publique que s'installe la mafia de Villalba, d'abord comme un régime social alternatif, fondé sur des associations liées à l'Église et générant un fort capital social. Progressivement, ce système se transforme en véritable racket de protection, frappant aussi bien les villageois que les propriétaires terriens à coups de violence, d'intimidation et de loi du silence. Des années plus tard, Don Calo expliquera sa vision de la mafia lors d'un entretien accordé à l'un des journalistes italiens les plus célèbres, Indro Montanelli, dans le Corriere della Sera du 30 octobre 1949. Selon lui, toute société a besoin d'hommes capables de remettre de l'ordre lorsque les situations deviennent trop complexes. Normalement, ce rôle revient aux fonctionnaires de l'État. Mais lorsque l'État est absent ou trop faible pour imposer son autorité, ce sont alors des individus privés qui s'en chargent. À un moment donné, le casier judiciaire de Vizzini fait état de 39 meurtres, 6 tentatives de meurtre, 13 actes de violence privée, 36 braquages, 37 vols et 73 extorsions. Au début de sa carrière, Calogero Vizzini devient concia, un intermédiaire chargé de faire le lien entre les paysans qui souhaitent faire moudre leur blé et les moulins situés près de la côte. Ces moulins sont alors sous le contrôle de mafiosi, qui ne tolèrent aucune forme de concurrence. Pour les habitants de Villalba, le problème est aussi géographique. Les moulins les plus proches se trouvent à près de 80 km. Acheminer le grain jusqu'à destination à travers les routes infestées de bandits relève presque de l'expédition. Pour sécuriser ces trajets, Vizzini négocie une protection avec le bandit Francesco Paolo Varsallona, dont le repère se situe dans les montagnes de Camarata. Varsallona, présenté comme un supposé homme d'honneur, fournit également des hommes de main à de grands propriétaires terriens afin de réprimer les révoltes paysannes. Tout en poursuivant son activité de concia, Vizzini s'enrôle dans la bande de Varsallona. En 1902, la police parvient finalement à tendre un piège au groupe Varsallona et ses hommes sont arrêtés. Vizzini est comparé avec eux pour association de malfaiteurs. Pourtant, contre toute attente, il fait partie des rares accusés à être acquittés. L'épisode n'aura que peu de conséquences négatives pour lui. En 1908, Vizzini réussit même à franchir un cap décisif. Il met en relation le propriétaire du vaste domaine des Bellici, le duc Francesco Thomas de Barberin, installé à Paris, et la banque rurale locale, la Casa Rurale. Or, le président de cette banque n'est autre que le prêtre Scarlatta, l'oncle de Vizzini. Grâce à cette opération, Calogero s'approprie directement 290 hectares de terre. Le reste est laissé à la banque, qui les loue à des paysans catholiques, dans un geste présenté comme généreux, mais soigneusement calculé. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate en 1914, Calogero Vizzini est déjà le chef incontesté de la mafia à Villalba. Le conflit ouvre de nouvelles perspectives d'enrichissement en mafiosi, notamment lorsque l'armée italienne commence à réquisitionner chevaux et mulets en Sicile pour ses unités de cavalerie et d'artillerie. Vizzini parvient alors à conclure un accord avec la commission militaire chargée des réquisitions, qui lui délègue une grande partie des opérations. Il instaure une sorte d'impôt officieux sur les animaux appartenant aux propriétaires désireux d'échapper à la saisie. Parallèlement, il sert d'intermédiaire pour les bêtes volées à l'occasion, achetées à bas prix aux voleurs de bétail, puis revendues à l'armée au tarif du marché. Mais l'affaire tourne mal. Trop de chevaux et de mulets meurent de maladie ou de vieillesse, avant même d'atteindre le front, ce qui pousse l'armée à ouvrir une enquête. En 1917, Vizzini est condamné en première instance à 20 ans de prison pour fraude, corruption et meurtre.
Pourtant, grâce à l'intervention de soutiens puissants, il est finalement blanchi. La guerre lui permet malgré tout d'amasser une immense fortune sur le marché noir. Il étend ensuite ses activités aux mines de soufre et devient représentant d'un consortium d'exploitants. À ce titre, il participe à des réunions de haut niveau à Rome et à Londres, consacrées aux subventions gouvernementales et aux droits de douane, aux côtés de figures majeures de l'industrie et de la politique italienne, comme Guido Donegani, patron du groupe chimique Montecatini, ou Guido Jung, futur ministre des Finances. En 1922, Don Calò consolide encore sa puissance en prenant la tête de paysans mécontents qui s'emparent de terres laissées à l'abandon par des grands propriétaires aristocratiques. Il achète alors 3 domaines dans la région de Villalba, les divise et les transfère à une coopérative qu'il a lui-même fondée. Selon certaines sources, il aurait agi sans en tirer le moindre profit. D'après le témoignage d'un habitant du village, si chaque paysan obtient bien une parcelle, Don Calò conserve néanmoins plus de 12 000 acres, près de 49 km² pour son usage personnel. À cette époque, comme le note le sociologue allemand Heiner Hess, Vizzini aurait pu se faire élire sans difficulté député au Parlement. Il choisit pourtant de rester dans l'ombre, préférant conseiller, électeur et élu. Il se façonne l'image d'un bienfaiteur paternaliste, renforçant patiemment son réseau, sa clientèle et son prestige. En juillet 1922, il est présent à un dîner à Milan en compagnie de celui qui s'apprête à devenir le maître de l'Italie, Benito Mussolini. Quelques mois plus tard, il soutient la marche sur Rome et finance la colonne fasciste partie de Sicile. Les autorités, cependant, ne sont pas dupes. Un rapport de police de 1926 le décrit comme un dangereux voleur de bétail, chef mafieux de la province, lié à des réseaux criminels dans d'autres régions. Avec l'arrivée au pouvoir de Mussolini et l'instauration du régime fasciste, la situation de Vizzini bascule. Le Duce ne tolère aucune autorité concurrente en Sicile. Il nomme Cesare Mori préfet de Palerme et lui accorde des pouvoirs exceptionnels pour éradiquer la mafia. Vizzini affirmera plus tard avoir été emprisonné par Mori, bien qu'aucune archive ne le confirme. Le 8 janvier 1931, Don Calò est jugé puis acquitté. Malgré cela, la police décide de le renvoyer en relégation en Basilicate. Il rentre à Villalba en 1937. Dès lors, plus personne n'ose le persécuter. Malgré son exil officiel, on l'aperçoit régulièrement à Villalba et à Caltanissetta. N'affichant jamais un soutien ostentatoire au fascisme, il mène désormais sa vie sans heurts, dans une paix apparente. En juillet 1943, au moment du débarquement allié en Sicile, Calogero Vizzini est présenté par certains comme un soutien actif de l'armée américaine lors de l'opération Husky. Aux États-Unis, dès l'entrée en guerre en décembre 1941, l'Office of Naval Intelligence a en effet cherché l'appui de la mafia pour protéger le port de New York contre d'éventuels sabotages des puissances de l'Axe. Cette collaboration, connue sous le nom d'Opération Underworld, s'est faite avec Lucky Luciano et son associé Meyer Lansky. Les réseaux ainsi constitués auraient ensuite été utilisés par l'Office of Strategic Service, ancêtre de la CIA, lors de l'invasion de la Sicile. Par la suite, cette alliance aurait perduré afin de contenir la montée en puissance du Parti communiste italien sur l'île. La légende la plus populaire raconte qu'un avion de l'armée américaine aurait survolé Villalba le jour du débarquement, larguant un foulard de soie jaune marqué d'un L noir, en référence à Lucky Luciano. 2 jours plus tard, 3 chars américains seraient entrés dans le village après avoir parcouru près de 50 km en territoire encore occupé par l'ennemi. Vizzini serait alors monté à bord de l'un de ses blindés et aurait traversé l'ouest de la Sicile pendant 6 jours, guidant les troupes du général Patton. Le message adressé à la population aurait été clair. Les Américains s'appuient sur la mafia capable de guider les soldats à travers les reliefs montagneux, de sécuriser les routes contre les tireurs embusqués et d'assurer un accueil enthousiaste aux libérateurs. Cette version des faits apparaît pour la première fois en octobre 1958, sous la plume du journaliste Michele Pantaleone, natif de Villalba, dans le journal L'Ora. Il la reprendra ensuite dans son livre Mafia et Politica, publié en 1962. Mais dès 1963, ce récit est contesté par un autre chef mafieux, Nick Giancilli, qui confie ses mémoires au journaliste Felice Cilanti. Giancilli, qui a lui-même travaillé pour l'Allied Military Government of Occupied Territory, rejette catégoriquement cette histoire. Selon lui, il s'agit d'un conte inventé de toutes pièces, accepté pour des raisons opportunistes. Les états-majors alliés disposaient déjà de multiples services de renseignement, et l'idée selon laquelle des bandits et des chefs mafieux seraient soudain devenus des agents au service de la marine américaine ou de la démocratie aurait été tacitement encouragée, y compris par ceux qui menaient réellement ces opérations, mais préféraient en attribuer le mérite à d'anciens criminels. Certains parrains de la mafia, de leur côté, n'auraient pas hésité à s'approprier cette gloire supposée,
espérant en tirer des avantages. Gentile affirme avec certitude que l'histoire du cher américain arrivant à Villalba, muni d'un foulard envoyé par Lucky Luciano à Don Calo, relève de la pure invention. Toujours selon Gentile, Vizzini a pu entretenir des contacts avec certains officiers américains, mais pour des raisons étrangères au conflit lui-même. Ces relations auraient plutôt servi à organiser des trafics illégaux et des affaires relevant d'une sorte de sous-gouvernement militaire allié, rien de plus. Si des mafiosi ont effectivement apporté un certain soutien à l'armée américaine, les recherches récentes ont conduit la majorité des historiens sérieux à rejeter la légende du foulard de Luciano. À l'époque, Vizzini est peu connu en dehors de Villalba et ne dispose pas d'un pouvoir étendu, le réseau mafieux ayant été largement démantelé par les opérations du préfet Mori. L'historien Salvatore Lupo est formel. L'idée d'un appui décisif de la mafia à l'invasion anglo-américaine de la Sicile relève du mythe, sans fondement documentaire. Les archives britanniques et américaines montrent que la puissance militaire alliée rendait ce type de soutien inutile. Dans son ouvrage Mafia alliée, l'historien Tim Newark démonte à son tour cette construction mythologique. Selon une version plus proche de la réalité, Calogero Vizzini aurait simplement conduit une délégation de villageois à la rencontre d'une patrouille alliée, dont le commandant souhaitait s'entretenir avec l'homme en charge. Le chercheur local Luigi Lumia décrit alors une procession avançant vers les chars menés par Vizzini, scandant « Vive l'Amérique, vive la mafia, vive Don Calo ». Conduit à un poste de commandement à l'extérieur de Villalba, Vizzini est interrogé au sujet d'un récent accrochage impliquant une Jeep américaine. Lorsqu'il explique que les soldats italiens avaient pris la fuite et que les coups de feu provenaient de munitions qui explosaient, l'officier américain, excédé, laisse éclater sa colère dans un flot d'injures. Profondément humilié par la scène, Vizzini ordonne à son interprète de ne jamais révéler ce qui s'est réellement passé. Ce n'est qu'après la fin de l'invasion que la mafia redevient véritablement crédible et visible. Dans le vide politique laissé par l'effondrement du fascisme, le gouvernement militaire allié des territoires occupés, l'AMGOT, cherche des notables antifascistes pour remplacer les anciennes autorités. Don Calogero Vizzini est alors nommé maire de Villalba. Dans le même mouvement, il reçoit le titre honorifique de colonel de l'armée américaine. Dans le chaos qui suit le débarquement et la chute du régime, l'armée américaine s'appuie fréquemment sur des dignitaires de l'Église pour déterminer à qui accorder sa confiance. Don Calo fait partie des hommes recommandés. Il possède en effet un long passé d'engagement dans les œuvres sociales catholiques, et plusieurs membres de sa famille sont des religieux. Un témoin de l'époque raconte la scène de sa nomination. Lorsque Don Calo Vizzini est désigné maire, presque toute la population est rassemblée sur la place du village. Un lieutenant américain, s'exprimant dans un italien approximatif, déclara alors « Voici votre maître ». Selon le propre récit de Vizzini, le jour de sa prise de fonction, il est porté en triomphe à travers Villalba, hissé sur les épaules de ses partisans. Il affirme également avoir joué les médiateurs, assurant que seule son intervention a permis de sauver son prédécesseur fasciste d'un lynchage. Michele Pantaleone, le journaliste qui avait popularisé la légende du foulard de Lucky Luciano, assiste de près à la renaissance de la mafia dans son village natal. Il décrit avec amertume les conséquences des choix de l'AMGOT. À ses yeux, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, la mafia n'était plus qu'un ensemble de groupes isolés et affaiblis, qui auraient pu être définitivement éliminés si les problèmes sociaux de la Sicile avaient été pris à bras-le-corps. Or, l'occupation alliée, suivie d'un lent retour à la démocratie, redonne à la mafia toute sa puissance, la replace sur la voie de l'influence politique et restitue à l'onorata società les armes que le fascisme lui avait arrachées. Les autorités américaines semblent apprécier Vizzini. Il s'est opposé au fascisme et exerce désormais une influence politique considérable sur l'île. De son côté, Don Calo ne se prive pas de se vanter de ses excellentes relations avec les Américains et met en avant leur soutien au mouvement séparatiste sicilien. Il s'imposera d'ailleurs comme un acteur clé lors de la crise séparatiste, qui éclate par la suite. Dans les faits, les Américains paraissent traiter Vizzini comme le chef suprême de la mafia sicilienne. L'OSS s'appuie largement sur les réseaux mafieux pour le renseignement, et plus particulièrement sur Don Calo, dont le nom de code dans les communications secrètes est Bullfrog. Pendant un temps, le responsable du bureau de l'OSS à Palerme, Joseph Russo, le rencontre, lui et d'autres parrains, au moins une fois par mois. Grâce à l'étendue de ses relations, Calogero Vizzini devient rapidement le roi du marché noir florissant de l'après-guerre. Fort de cette position, il fait éliminer le chef de la police de Villalba, jugé trop curieux et trop zélé. L'AMGOT s'appuie alors largement sur des mafiosi réputés farouchement antifascistes, en raison de la répression qu'ils ont subie sous le régime de Benito Mussolini. Beaucoup d'entre eux, comme Giuseppe Genco Russo, sont même nommés maires de leur village natal. La coordination de cette politique est assurée par le colonel Charles Poletti, ancien lieutenant-gouverneur de l'État de New York,
que Lucky Luciano qualifie lui-même de l'un de nos beaux amis. Dans les années 50, un paysan confie au militant social Danilo Dolci ce qu'était devenu Villalba après le débarquement américain. La mafia, raconte-t-il, a pillé les entrepôts de coopératives agricoles ainsi que ceux de l'armée, avant de revendre nourriture, vêtements, voitures et camions sur le marché noir à Palerme. À Villalba, tout le pouvoir est désormais concentré entre les mêmes mains, l'église, la mafia, les banques agricoles, les grands domaines fonciers. Une seule famille contrôle l'ensemble. Pour la moindre affaire, même un simple différend personnel, on a à les voir en demandant humblement « Peux-tu me rendre service ?» Avec le gangster américain Vito Genovese, réfugié en Italie depuis 1937, alors qu'il est recherché pour meurtre, Vizzini met en place l'un des plus vastes réseaux de marchés noirs du sud de l'Italie. Des convois de camions chargés de denrées alimentaires essentielles au régime italien sont acheminés vers Naples, frappés par la faim où les cargaisons sont ensuite redistribuées par l'organisation de Genovese. Cette logistique est facilitée par le fait que Genovese occupe un poste officiel auprès du commandement allié dans la ville de Nola, en périphérie de Naples. Les camions circulent avec des laissez-passer des documents d'exportation délivrés par l'administration Amgot de Naples et de Sicile. Plusieurs officiers de l'armée américaine corrompus fournissent même le carburant et les véhicules nécessaires à l'opération. Luc Manzelli, lieutenant des carabiniers chargé de surveiller Genovese durant son séjour en Italie, résumera plus tard la situation sans détour. Des cargaisons entières de nourriture partaient de chez Vizzini vers Genovese, accompagnées de documents parfaitement en règle, certifiés par des hommes en position d'autorité, des mafiosi au service de Vizzini et de Genovese. Dans un premier temps, Calogero Vizzini apporte son soutien au mouvement séparatiste sicilien. Le 6 décembre 1943, il participe à la toute première convention régionale clandestine de Movimento Independentista Siciliano organisée à Catane. D'autres figures majeures de la mafia comme Giuseppe Genco Russo, Gaetano Filippone, Michele Navarra ou Francesco Paolo Bontade affichent eux aussi ouvertement leur sympathie pour la cause indépendantiste. Le mouvement bénéficie alors d'un appui discret de l'OSS, soucieuse d'endiguer la poussée de la gauche en Italie entre 1943 et 1944. À Washington, l'inquiétude grandit quant à l'avenir politique du pays. La Sicile occupe une position stratégique en Méditerranée avec ses bases navales et représente un rempart essentiel face à la menace d'une prise de pouvoir communiste sur le continent. L'adhésion au Parti communiste italien a doublé tandis que la résistance, largement inspirée par la gauche, gagne en puissance dans le nord de l'Italie. Le 9 décembre 1943, le comité central du mouvement séparatiste se réunit secrètement à Palerme. La présence de Vizzini est lourde de sens. Elle suggère l'appui de la mafia à l'indépendance et renforce l'aile conservatrice dans sa tentative de prendre le contrôle du mouvement. Vizzini partage alors les positions du baron Lucio Tasca, l'un des dirigeants les plus influents du séparatisme. Malgré l'opposition du courant progressiste, il reste présent à la réunion en tant que représentant de la province de Caltanissetta. Par la suite, Don Calo devient le représentant du Fronte Democratico d'Ordine Siciliano, une organisation politique satellite du mouvement séparatiste. L'existence même de ce front illustre les hésitations de la mafia à s'engager pleinement derrière le MIS. Très populaire sur l'île, le Fronte prône une Sicile indépendante, placée sous l'influence américaine. Officiellement, les États-Unis répètent ne pas vouloir faire de la Sicile leur 49e État. Pourtant, à la fin de l'année 1944, certains affirment que les idées du Fronte sont le produit d'une propagande américaine antérieure au débarquement, destinée à encourager le séparatisme. Ces dirigeants propagent la rumeur selon laquelle ils bénéficient du soutien et de la protection de Washington. Beaucoup de ses membres sont décrits comme des lieutenants de la haute mafia, et Vizzini en est considéré comme le véritable chef. Des télégrammes secrets déclassifiés envoyés par le consul américain à Palerme, Alfred T. Nestor au département d'État, confirment l'implication de Vizzini dans le mouvement séparatiste, ainsi que l'existence de soutiens discrets au sein de l'armée italienne. Nestor entretient par ailleurs des relations étroites avec plusieurs chefs mafieux. Le général Giuseppe Castellano, qui a négocié l'armistice italien de 1943, rencontre Vizzini et l'homme politique de Trapani, Virgilio Nazzi, afin de lui proposer de prendre la tête du mouvement en faveur de l'autonomie sicilienne avec l'appui de la mafia. Le plan consiste à présenter Nazzi comme candidat au poste de haut-commissaire pour la Sicile, afin de contrer le favori, le démocrate chrétien Salvatore Addizio. Peu à peu, Castellano se convainc que la mafia constitue la force politique et sociale la plus puissante de Sicile, celle avec laquelle il faut impérativement composer. Il entretient d'établir des relations cordiales avec ses dirigeants et estime que l'ordre public ne pourra être établi que si le système autrefois employé par la vieille et respectée mafia revient sur le devant de la scène sicilienne.
Il multiplie les contacts et les rencontres avec les chefs mafieux, obtenant finalement la coopération de Vizzini, qui, après avoir soutenu l'indépendance, se montre désormais prêt à accepter une évolution vers une autonomie régionale. Très vite, la majorité des mafiosi change de camp. Lorsque l'idée d'une Sicile indépendante apparaît irréaliste et que l'OSS retire discrètement son soutien au mouvement séparatiste en 1945, l'attention américaine se reporte vers la démocratie chrétienne. La démocratie chrétienne s'impose alors comme le nouvel axe du pouvoir. Bernardo Mattarella, l'un des dirigeants du parti, approche personnellement Calogero Vizzini pour l'inciter à rompre avec les séparatistes et à rejoindre les rangs démocrates chrétiens. Il salue publiquement ce ralliement dans un article publié en 1945 dans le journal catholique Popolo. Vizzini propose alors ses services au nouveau haut-commissaire pour la Sicile, Salvatore Alezzo, nommé en août 1944. Il se dit prêt à résoudre le problème crucial du ravitaillement en blé, laissant entendre qu'il en a les moyens. Aucune preuve ne permet cependant d'affirmer que Aldizio et Vizzini se soient effectivement rencontrés pour en discuter. En revanche, Aldizio invite à plusieurs réunions secrètes Calogero Volpe, membre de la démocratie chrétienne et de la mafia proche de Vizzini. Ces rencontres sont perçues comme les premiers pas d'une alliance officieuse entre le gouvernement et la mafia. Pour les chefs mafieux, la nomination d'Aldizio constitue un signal clair. L'État est désormais déterminé à mettre fin au séparatisme. Contraints de s'adapter à ce nouveau rapport de force, ils commencent à réévaluer leurs positions et leurs alliances. Le soutien de Vizzini à la démocratie chrétienne ne relève d'ailleurs pas du secret. Lors des élections décisives en 1948, appelées à sceller l'avenir politique de l'Italie d'après-guerre, Don Calò et Giuseppe Genco Russo partagent la table de plusieurs figures majeures de la démocratie chrétienne lors d'un déjeuner électoral. Dans le contexte naissant de la guerre froide, ces élections constituent un triomphe pour la démocratie chrétienne qui gouvernera l'Italie avec des fortunes diverses pendant près de 45 ans, au sein de différentes coalitions. L'un de ses objectifs centraux est alors d'empêcher l'arrivée au pouvoir du Parti communiste italien, le plus important parti communiste jamais existant dans un pays membre de l'OTAN. Calogero Vizzini, farouchement anticommuniste et opposé à la lutte pour la terre menée par les paysans siciliens, organise ses propres coopératives agricoles dans sa région, pendant les périodes d'après-guerre. À travers ces structures, il détourne l'influence des partis de gauche, maintient son emprise sur les paysans et garantit son accès continu aux terres. Il se trouve alors en conflit violent au sujet du bail du vaste domaine Micice, appartenant à la famille Trabia à Palerme, face à une coopérative paysanne dirigée par Michele Pantaleone, fondateur local du Parti socialiste italien. Vizzini avait même tenté de convaincre Pantaleone d'épouser sa nièce, sans succès. Pantaleone profite de ses contacts avec la presse de gauche pour peser sur la situation, tandis que Don Calò fait vandaliser les récoltes des terres de la famille Pantaleone et va jusqu'à organiser une tentative d'assassinat sur sa personne, qui échoue. Le 16 septembre 1944, les dirigeants du Blocco del Popolo, Front populaire en Sicile, le communiste Girolamo Li Cozzi et Pantaleone viennent s'adresser aux ouvriers, sans terre, lors d'un rassemblement à Villalba, défiant Don Calò dans son fief personnel. La tension monte dès le matin, lorsque le maire démocrate chrétien Beniamino Faralina, parent et successeur de Vizzini à la mairie, provoque la colère des communistes locaux en ordonnant l'effacement de tous les symboles marteaux et fossiles le long du trajet de Li Cozzi. Lorsque ses partisans protestent, ils sont intimidés par des séparatistes et des hommes de main. Le rassemblement débute en fin d'après-midi. Vizzini avait accepté la tenue de la réunion à condition que l'on n'évoque pas les problèmes fonciers, les grands domaines ou la mafia. Les orateurs précédents, Li Cozzi dont Pantaleone, respectent ces consignes. Mais Li Cozzi ne s'y conforme pas. Il dénonce l'exploitation injuste exercée par la mafia et en évoquant la tromperie des paysans par un puissant bailleur, une référence transparente à Vizzini. Il déclenche la colère de Don Calò, qui hurle « c'est un mensonge ». Le chaos éclate. La réunion se termine par une fusillade qui fait 14 blessés, dont Li Cozzi et Pantaleone. 6 mois plus tard, Vizzini obtient le bail du domaine Micice. Selon le récit de Vizzini lui-même, publié dans la Verità sui fatti di Villalba, apparu dans des journaux séparatistes, ce sont les communistes qui auraient ouvert le feu. À leur arrivée à Villalba, Pantaleone et Li Cozzi auraient interrogé Vizzini pour savoir s'ils se trouvaient en territoire hostile et si leur rassemblement risquait d'être perturbé. Vizzini les aurait assurés qu'ils pouvaient tenir leur réunion sans crainte, à condition de ne pas aborder de sujets locaux. Il reconnaît avoir interrompu Li Cozzi, mais nie avoir déclenché la violence. Les carabiniers rétablissent rapidement l'ordre et arrêtent 8 personnes dont le maire. Plusieurs autres, dont Vizzini, échappent à la traque. 60 personnes sont interrogées, mais l'enquête est compromise dès le départ.
Don Calò et son garde du corps sont accusés de tentative d'homicide. Le procès traîne jusqu'en 1958, mais dès 1946, les preuves ont disparu. Vizzini n'a jamais été condamné. Au moment du verdict, il est déjà décédé. L'attaque de Villalba inaugure une longue série d'agressions mafieuses en Sicile contre des militants politiques, des dirigeants syndicaux et des paysans résistants. Dans les années qui suivent, de nombreux leaders de gauche sont tués ou attaqués, culminant avec le massacre du 1er mai à Porta della Ginestra, où 11 personnes sont tuées et plus de 30 blessés. Bien que le bandit et leader séparatiste Salvatore Giuliano soit directement tenu pour responsable, la mafia est soupçonnée d'avoir participé à ce bain de sang et à de nombreuses autres attaques contre les organisations et leaders de gauche. En 1949, Calogero Vizzini noue un partenariat avec le parrain italo-américain Luca Luciano pour monter une usine de confiserie à Palerme, dont les produits étaient exportés à travers l'Europe et jusqu'aux États-Unis. La police suspecte rapidement que l'activité n'est qu'un écran pour un trafic d'héroïne. Le laboratoire fonctionne sans être inquiété jusqu'au 11 avril 1954, lorsque le quotidien romain Avanti publie un article accompagné d'une photo de l'usine sous le titre « Textile et confiserie, sur la route de la drogue ». Le soir même, l'usine est fermée et les chimistes en charge du laboratoire ont quitté le pays. En 1950, Luca Luciano est photographié devant l'hôtel Sole, en plein cœur du vieux Palerme qui sert souvent de résidence à Don Calò Vizzini, en pleine discussion avec les hommes de main du parrain sicilien. Le photographe est sévèrement battu, mais il ne porte jamais plainte, après avoir reçu en compensation un nouvel appareil photo et une forte somme d'argent. Le réseau de Vizzini s'étend jusqu'aux États-Unis, où il entretient des relations avec Angelo Annaloro, futur chef de la famille à Philadelphie, mieux connu sous le nom de Angelo Bruno, lui aussi originaire de Villalba. Dans les médias, Calogero Vizzini était souvent présenté comme le boss des boss, bien qu'un tel titre n'ait jamais existé dans la structure de la Cosa Nostra. En réalité, dans le cadre du soutien de la mafia au mouvement séparatiste, d'autres chefs de Cosa Nostra mettent Vizzini à l'écart, le considérant compromis par ses liens avec les leaders séparatistes radicaux. Andrea Finocchiaro, Aprile et Lucio Tasca. Ses parrains refusaient tout contact avec les bandits de Lille ou Levis, organisation à laquelle Vizzini et Tasca étaient soupçonnés d'être liés. Selon le pentito Antonio Calderone, Vizzini n'a jamais été le chef de la Cosa Nostra sicilienne. Ses apparitions régulières dans les médias étaient mal vues au sein de l'organisation. Pour autant, Vizzini exerçait un pouvoir considérable. Le journaliste italien Luigi Barzini, qui le connaissait bien, décrit sa stature et son quotidien à Villalba dans son livre The Italians. Des silhouettes surgissaient de l'ombre, le long des murs et des ruelles étroites. Des gens venus plus tôt, certains de loin, attendant pour lui parler. Des paysans, des vieilles femmes au voile noir, de jeunes mafiosi, des bourgeois. Tous se succédaient, expliquant leurs problèmes. Il écoutait, appelait l'un de ses hommes de main, donnait quelques ordres, puis convoquait le suivant. Beaucoup lui baisaient la main en partant, en signe de gratitude. La générosité et le sens de la protection de Vizzini, les salutations respectueusement des passants, la modestie de ceux qui l'approchaient et les sourires reconnaissants de ceux à qui il parlait rappelaient à Barzini une scène primordiale, un prince rendant justice en public. Mais Barzini ajoutait « Bien sûr, les nombreuses victimes de son règne restaient invisibles. Les corps criblés de balles dans la campagne pendant plus d'un demi-siècle, les veuves en pleurs, les orphelins privés de père. » Luigi Lumia, ancien maire de Villalba et historien local, se souvient de Don Calò, arpentant les rues du village. Il était trapu, jambes maigres, ventre prédominant. Il portait toujours des lunettes teintées comme on le voit sur les photos. Derrière ses lunettes, ses yeux étaient à moitié fermés, comme s'il dormait. La bouche toujours ouverte, la lèvre inférieure pendante. Il avait l'air simplé pour ceux qui ne le connaissaient pas. Son pouvoir ne se limitait pas à Villalba, il s'étendait aux plus hautes sphères de Sicile. Selon Indro Montanelli, Vizzini pouvait facilement appeler le président régional, le préfet, le cardinal, archevêque de Palerme, tout député ou maire de Sicile, quand bon lui semblait. Luigi Lumia précise que Vizzini n'a jamais donné d'ordre explicite pour tuer quelqu'un. Il cherchait toujours à arranger les affaires et à ramener les gens à la raison, c'est-à-dire selon sa propre conception des choses et des personnes. Si quelqu'un persistait malgré tout, d'un geste ou d'un simple signe, il laissait à ses amis le soin de régler le problème. Don Calò s'éteint le 10 juillet 1954, à l'âge de 76 ans, alors qu'il pénètre à Villalba à bord d'une ambulance qui le ramenait chez lui depuis une clinique de Palerme. Des milliers de paysans vêtus de noir ainsi que des politiciens et des prêtres assistent à ses funérailles. Parmi eux se trouve le parrain de Mussomelli, Giuseppe Genco Russo, et les puissants chefs mafieux, Don Francesco Paolo Bontade, originaire de Palerme et père du futur parrain Stefano Bontade, qui fait partie des porteurs du cercueil.
Même The New York Times rapporte la mort de ce chef local de la mafia. À Villalba, les bureaux publics et le siège de la démocratie chrétienne ferment pendant une semaine en signe de deuil. Une élégie est affichée sur la porte de l'église. Humble avec les humbles, grand avec les grands, il a montré par ses paroles et ses actes que sa mafia n'était pas criminelle. Elle incarnait le respect de la loi, la défense de tous les droits, la grandeur de caractère, c'était l'amour. À sa mort, Vizzini laisse un patrimoine considérable. Environ 2 milliards de lire, soit environ 320 000 $ américains selon le taux de change de l'époque, comprenant du soufre, des terres, des maisons et divers investissements. Selon d'autres sources, il lègue à ses petits-neveux, fils de sa sœur, un héritage évalué à 1 milliard de lire, environ 160 000 $, comprenant mine de soufre à Jessolongo, propriété foncière, et une demeure au centre de Villalba. Don Calo n'a jamais été marié. Dans sa jeunesse, vers l'âge de 20 ans, il avait eu une histoire d'amour avec une fille du village, Conchatina. Mais les parents de celle-ci, installés aux États-Unis, la font partir et Vizzini refuse de quitter sa ville natale, fidèle jusqu'au bout, à Villalba. Bien que Vizzini ait tout au long de sa vie acquis d'immenses propriétés foncières, l'historien de la mafia Salvatore Lupo le considère davantage comme le fossoyeur des grands domaines féodaux que comme le protecteur de ce système. Vizzini veillait toutefois à ce que les paysans locaux, en particulier ceux organisés au sein de coopératives catholiques, obtiennent leur part de terre après avoir sécurisé la sienne. Lorsque la réforme agraire fut finalement mise en œuvre en 1950, les mafiosi comme Vizzini purent jouer leur rôle traditionnel d'intermédiaire entre paysans, propriétaires et l'État. Ils exploitaient la soif de terre des paysans, obtenaient des concessions auprès des grands propriétaires, en échange d'un encadrement du processus de réforme, et réalisaient d'importants profits grâce à leur médiation dans la vente des terres. Don Calo Vizzini incarnait l'archétype du homme d'honneur, paternaliste, d'un âge révolu, celui d'une Sicile rurale et semi-féodale qui perdurera jusqu'aux années 60. Dans cette société, un mafioso pouvait être perçu comme un intermédiaire social et un garant de l'ordre et de la paix. Dans la première phase de sa carrière, Vizzini use de la violence pour asseoir sa position. Dans la seconde, il en limite l'usage, privilégie des sources de revenus légales et exerce son pouvoir de manière ouverte et légitime. Selon le sociologue allemand Heiner Hess, Vizzini représentait une mafia qui contrôlait le pouvoir sans se laisser dominer par lui. Faire bonne impression ou faire figura était essentiel. Ils apprécient le respect qu'on leur témoigne. Ils aiment le pouvoir, mais ne souhaitent pas qu'il devienne sujet de discussion. Ils savent très bien que derrière le voile de la modestie, le pouvoir se perçoit d'autant plus étrange et impressionnant. L'italien Indro Montanelli rapporte un trait typique de Don Calo. Une photographie de moi, pourquoi faire ? Je ne suis personne, je ne suis qu'un citoyen. C'est étrange. Les gens pensent que je parle peu par modestie. Non, je parle peu parce que je ne sais pas grand-chose. Je vis dans un village, je vais rarement à Palerme, je connais peu de monde. Quand je mourrai, la mafia mourra, confia un jour Vizzini à Montanelli. Pourtant, avec sa mort, sa mafia traditionnelle, rurale et paternaliste s'éteint peu à peu, remplacée par une version plus moderne, souvent urbaine, impliquée dans la contrebande de cigarettes, le trafic de drogue et le blanchiment, via la construction et l'immobilier. De son vivant, comme après sa mort, le prestige de Vizzini en tant que parrain tout-puissant atteignit des proportions mythiques. Depuis les années 90, les historiens ont toutefois nuancé l'ampleur de son influence.